Bonjour mesdames et messieurs. Je commence donc ce séminaire. Le titre du séminaire, les fonctions psychiques, intuition, représentation, jugement. Ce titre se rattache à celui du cours, la volonté et l'action. Les deux titres expriment et articulent les éléments d'un unique problème, celui de la classification des facultés et des activités psychiques et ou mentales. Se trouvent ici divisés, d'un côté la volonté et l'action, de l'autre les fonctions psychiques, intuition, représentation et jugement, se trouvent ici donc divisés et répartis sur deux séries de leçons en alternance, ce qui est, on le verra, séparé chez certains philosophes, réuni chez d'autres, et dans ce cas articulé par eux dans un seul et même dispositif, sous la forme d'une tripartition, représentation, volonté et jugement, dont on fera d'une séance à l'autre, d'un dispositif à l'autre. Ici, dans le séminaire, la représentation et le jugement. Là, dans le cours, la volonté, dont on fera donc, dis-je, d'une séance l'autre, d'un dispositif l'autre, l'histoire et la généalogie. Mais le titre donné à ce séminaire, les fonctions psychiques, intuition, représentation, jugement, s'entend aussi pour lui-même, pour la difficulté, en fait pour les deux difficultés qu'il condense. La première difficulté évidente est la question du jugement, de sa nature, de sa structure et de ses fonctions dans l'économie psychique. La seconde difficulté, moins évidente, mais tout aussi chargée d'histoire, et plus délicate encore peut-être, c'est celle de la différence et de la relation entre intuition et représentation. En fait, c'est un seul et même propos, torsadé, tissé de plusieurs fils, que l'on suivra ici, le cours en appelant au séminaire, le séminaire au cours, et les deux, je l'espère, s'éclairant mutuellement, même si c'est en dernier ressort au séminaire, et non pas au cours, que reviendra probablement le point de vue le plus général sur le psychisme. Représentation, volonté, jugement. Ce trio, ce ternaire, comme on dit parfois, qui articule en sous-main le cours et le séminaire, ce trio, représentation, volonté, jugement, ne va pas de soi. Il n'est pas pour autant inconnu ni inédit. Et pour cause, si, comme je le crois, c'est une voie d'accès que j'oserais qualifier de royale à la psychologie moderne du sujet et, partant de là, à l'archéologie du sujet des modernes. Autrement dit, mon propos a une tradition où il s'ancre et où il travaille. Cette tradition est complexe. En cette séance introductive, j'en indique d'emblée le premier horizon visible. Ce n'est pas l'ultime horizon, mais c'est le premier. Le premier horizon visible, c'est le livre inachevé de Hannah Arendt, intitulé « The Life of the Mind », la vie de l'esprit,
auquel Sylvie Courtine de NAMI a, en 2014, consacré plusieurs pages importantes de la troisième partie d'un livre désormais posthume, intitulé de la bonne société, qui traite à la fois de Léo Strauss, de Ernst Vögelin et de Hannah Arendt. Je vous invite vivement à lire ce livre, de la bonne société, de Sylvie Courtine de NAMI, D-E-N-A-M-Y. Hannah Arendt est morte le mardi 4 décembre 1975. Le samedi précédent, elle avait mis la dernière main à Willing, vouloir, la deuxième partie de La vie de l'esprit, la reprise développée de la deuxième série des Gifford Lectures qu'elle avait entrepris de donner à l'université d'Aberdeen au printemps 1974, interrompue par une crise cardiaque après la première leçon. Ce cycle, cette première série, avait commencé au printemps 1973. La première série avait commencé au printemps 1973 par un ensemble de cours sur la pensée, thinking, et devait se poursuivre au printemps 1976 par judging, une série consacrée au jugement. Donc. Entre-temps, thinking et willing avaient été enseignés en 1974, 1975 et en 1975 à la New York School for Social Research de New York. De judging, juger, n'est resté qu'une feuille de papier vierge engagée dans le tambour d'une machine à écrire. C'est l'éditrice et exécutrice littéraire de Hannah Arendt, Mary McCarthy, qui a mis en forme le volume final en joignant sous forme d'appendice quelques pages sur le jugement extraites des cours donnés par Hannah Arendt à l'Université de Chicago et à la New York School for Social Research sur la philosophie politique de Kant. Dans l'esprit de Arendt, judging devait faire partie du deuxième volume. L'œuvre était prévue en 2 volumes. La matière étant en 2 volumes et pas en 3, n'est-ce pas, pourquoi ? Parce que la matière était, selon elle, largement et exclusivement même couverte par Kant, jugement. Nul ne sait si tel aurait été finalement le cas. Ce qui est certain et qui mérite l'attention plutôt d'un point de vue archéologique, c'est que The Life of Mind, dont je vous donne ici la référence, Life of the Mind, publié originellement en 2 volumes séparés avec pour sous-titre Penser et vouloir, édité par Mary McCarthy chez Harcourt en 1971 pour Penser, Thinking, et 78 pour le volume de Willing. Traduction française de Lottringer, La vie de l'esprit, la pensée, le vouloir, Paris, PUF, repris, alors en première édition en 81 et repris en quadrige, PUF en 2013. Donc voilà, ce qui est certain et qui mérite l'attention d'un point de vue archéologique, c'est que la vie de l'esprit était elle-même l'élément d'un diptyque dont le premier volume, intitulé « La condition humaine », The Human Condition, publié ô combien du vivant d'Arendt, puisque c'était en 1958, était sous-titré, donc la condition humaine, Human Condition, la vie active, The Vita Activa.
qui comportait trois chefs principaux, labor, work and action. Donc, the life of the mind, la vie de l'esprit, avec ses trois parties, thinking, willing, judging, les trois parties prévues, aurait pu être sous-titrée la vie contemplative, de vita contemplativa. Arendt connaissait parfaitement cette distinction médiévale, vie active, vie contemplative, mise en œuvre donc dès 1958 dans la condition humaine. Elle y fait explicitement référence et la questionne tout au long de ses leçons sur la vie de l'esprit et de son livre, rendant au passage, enfin de son livre posthume donc désormais, rendant au passage un hommage appuyé et répété à l'un de ses grands prédécesseurs dans la série des Gifford Lectures d'Aberdeen, Étienne Gilson. Je signale au passage donc, en 1931 et 1932, Étienne Gilson avait effectivement donné une série de leçons, Gifford Lectures, à l'université d'Aberdeen sous le titre de The Spirit of Medieval Philosophy, qui ont été publiées, ces leçons en français sous le titre L'esprit de la philosophie médiévale en 1932, puis en anglais en 1936. Donc Arendt connaissait parfaitement la distinction médiévale entre vie active et vie contemplative. Le sujet pensant, voulant et jugeant n'est pas cependant le religieux du XIIe siècle adonné à une vie monastique, contemplative. C'est pour elle, pour Arendt, c'est ce qui fait l'intérêt de ce travail, entre autres, c'est pour elle l'homme tout court, en tant qu'il exerce cette capacité que Hannah Arendt appelle withdrawal, la capacité de retrait, de se retirer, withdrawal, to withdraw, se retirer. Ce retrait, cette solitude qui est bien distinguée de ce qu'elle appelle l'essolement, ce qui correspond en gros à la distinction que fait Nietzsche entre solitude et abandon. La solitude, donc bien distinguée de l'essolement, qui lui permet, cette solitude, qui permet à l'homme, à l'être humain, de rejoindre dans le dialogue silencieux de l'âme avec elle-même, ou le déchirement du conflit interne à la volonté, la dualité de ce que Arendt appelle le soi et le soi-même, garante de l'identité personnelle. Cette structure, qui caractérise à la fois le dialogue de l'âme et le déchirement de la volonté, la pensée et le vouloir, est ce que Arendt appelle le deux en un, two in one, et elle porte et structure la région invisible de l'esprit. Hannah Arendt, donc, dans The Life of the Mind, divise en trois les activités mentales de base, comme elle dit. Penser, vouloir, juger. Penser, virgule, vouloir, virgule, juger. Ces trois facultés, dit-elle, sont indérivables. Elles ne peuvent être ni déduites les unes des autres, ni réduites à ou reconduites à un commun dénominateur. Vous voyez l'extrait ici. Thinking, willing and judging are the three basic mental activities. They can't be derived from each other, and though they have certain
common characteristics, they can't be reduced to a common denominator. La formule frappe. Elles ne peuvent être ni déduites l'une de l'autre, ni réduites à un commun dénominateur. La formule frappe, elle a un air familier. Familier et singulier. Cette curieuse impression de familiarité, c'est Arendt elle-même qui l'explique en soulignant que Kant est le premier, mais aussi le dernier des grands philosophes à s'être occupé du jugement en faisant une des activités psychiques de base, une des activités psychiques dites basic. C'est le deuxième extrait sur votre planche. Kant was the first and has remained the last of the great philosophers to deal with judgment as one of the basic mental activities. Il y a 4 éléments importants, 4 points importants dans la thèse d'Hannah Arendt. Premier point, il y a 3 activités psychiques de base, la pensée, la volonté et le jugement. Deuxième point, les activités psychiques de base ne se laissent pas dériver l'une de l'autre. Troisième point, les activités psychiques de base ne se laissent pas ramener à un dénominateur commun. Enfin, quatrième point, la classification des activités psychiques de base en penser, vouloir et juger est kantienne et n'a pas été reprise après lui, du moins à un niveau de hit parade, enfin un niveau comparable dans le hit parade des philosophes, n'est-ce pas? Aucun grand philosophe n'a repris cela après Kant. Chacune de ces affirmations mérite un commentaire. Le premier est que les points 1, 2 et 3, et non pas seulement le point 1, sont kantiens. Donc il faut être bien au clair là-dessus. Non seulement la classification, mais les 2 caractéristiques qu'on attribue aux activités psychiques de base, non-dérivabilité l'une de l'autre et non-réductibilité à un tiers, par paire à un tiers. Donc les points 1, 2 et 3, et pas seulement le point 1, sont kantiens, effectivement. Le second est que les points 2 et 3 ont eu, quoi qu'en dise Hannah Arendt, une vie après Kant. Ce parce que précisément le point 1, c'est-à-dire la division tripartite en penser, vouloir et juger, a survécu à Kant et a été reprise par de grands philosophes. Le troisième commentaire serait que Hannah Arendt elle-même, sans ramener les activités psychiques de base à un dénominateur commun, a mis un soin particulier à déterminer de manière précise et à mes yeux originale leurs caractéristiques communes. Ce qui fait que l'on doit, si l'on veut bien comprendre le propos de Hannah Arendt, reformuler le point 3. Les activités psychiques de base ne se laissent pas ramener à un dénominateur commun. On peut le faire aisément même, en remontant à la source kantienne. On le fera dans un instant, mais d'abord il faut indiquer ce que sont les caractéristiques communes à la pensée, à la volonté et au jugement selon Hannah Arendt. Penser, vouloir et juger ont en commun 2 caractères précis. Ils sont invisibles,
sauf au moi qui veut, qui pense ou qui juge, ils ne se manifestent, ils ne deviennent visibles que dans le langage. Premier point. Et deuxième point, ils sont autonomes. Ces activités sont dites de base parce que précisément elles sont autonomes. Ce qui veut dire que chacune se plie à ses propres lois en tant qu'activité autonome et que, en tant qu'activité autonome, elles sont mentalement inconditionnées et non hiérarchisables entre elles. Cela étant, dit Arendt, si les activités mentales ne sont pas hiérarchisées, si penser n'est pas supérieur à vouloir, si vouloir n'est pas supérieur à juger, si juger n'est pas supérieur à penser, on ne peut nier, néanmoins, dit-elle, l'existence de certaines priorités. Autrement dit, il n'y a pas de vouloir et il n'y a pas de juger sans penser. Une antériorité qui ne signifie pas dérivabilité, mais qui renvoie tous les processus mentaux de la pensée proprement dite, de la volonté et du jugement à une condition préalable que Arendt, qui, comme vous le savez, est de langue allemande initialement, et qui fait passer un peu d'allemand dans son anglais, appelle die-sense, qui n'est pas la décence, n'est-ce pas, puisque ça s'écrit D-E-S-E-N-S-E, et il faut entendre quelque chose comme désensorialisation, die-sense, dont Augustin a été le premier théoricien de la condition de désensorialisation, et dont Arendt donne une formulation plus générale en posant que tout acte mental repose sur la faculté qu'a l'esprit d'avoir en sa présence ce qui est absent pour les sens. Représenter, qu'elle écrit avec un tiret, re-présenter. Représenter, rendre présent ce qui est absent en réalité. La représentation, qu'elle écrit avec un tiret, sur lequel je reviendrai évidemment, car il est capital. La représentation, voilà, écrit-elle, le talent incomparable de l'esprit. Ce talent incomparable, ce gift, ce don, Kant l'a appelé imagination et l'a défini une capacité d'intuition même en l'absence, sans la présence de l'objet. Tout acte mental repose sur la capacité qu'a l'esprit d'avoir en présence, d'avoir comme présent à lui ce qui est absent pour les sens. La représentation, autrement dit, ce qui rend présent ce qui est actuellement absent, voilà l'unique don, le don unique extraordinaire de l'esprit. Et puisque toute notre terminologie mentale est fondée sur des métaphores qui sont tirées de l'expérience de la vision, ce don est appelé imagination, et Kant le définit comme la faculté d'intuitionner un objet, même en son absence, même sans qu'il soit présent. À quoi? Au sens. Structurellement, tous les processus mentaux ou psychiques ont en commun ce que Arendt, dans une terminologie qui lui est propre,
nomme le two-in-one, le deux en un, the two-in-one division. Découverte, dit-elle, pour la pensée par Socrate et Platon. Life of the Mind, pensée, page 185. Rien ne peut être à la fois soi-même et simultanément pour soi-même que cet être, n'est-ce pas, qu'elle appelle le two-in-one, le deux en un, que Socrate a découvert comme étant l'essence de la pensée et que Platon a su traduire dans un langage conceptuel comme le dialogue silencieux emauto between me and myself, entre moi et moi-même. Donc le deux en un caractérise la pensée, le penser, thinking, sous une forme bien définie, celle que je viens de mentionner, celle du dialogue silencieux du moi avec lui-même. Expression platonicienne bien connue. Mais le deux en un caractérise aussi la volonté, sous une forme toute différente, découverte par Paul, celle du conflit de soi avec soi-même, puis avec Augustin et les médiévaux, du conflit entre velle et nolle, vouloir et nouloir, deux termes évoqués dans le cours du 6 janvier sur la volonté et l'action, sur lesquels nous aurons maintes occasions de revenir. Voyez cette citation, extraite du volume 2 de Life of the Mind, Willing. La curieuse faille, fracture de la volonté, le fait que la division deux en un, caractéristique de tous les processus mentaux qui a été découverte initialement par Socrate et par Platon dans le processus de pensée, eh bien, cette structure, cette fracture, plus exactement, cette faille, brokenness, devient littéralement une lutte, n'est-ce pas, à mort, deadly struggle, entre ce qu'elle appelle I will et I kneel, will and kneel, qui sont les vieux termes anglais correspondant à welle et nolle, que cite donc Arendt. Donc vous voyez qu'elle a une certaine culture médiévale que nous allons pouvoir savourer par la suite. Donc, en tout cas, ce conflit à mort entre je veux et je ne veux pas doit être présent. Les deux doivent être présents. Je veux et je ne veux pas. Il faut bien retenir cela, c'est très important, et on verra à quel point c'est important dans le cours sur la volonté. Je veux et je ne veux pas doivent être toujours présents ensemble. Si liberté il y a, si liberté il doit y avoir en l'homme. Enfin, et en un mot, tous les processus mentaux sont réflexifs. Il y avait beaucoup de thèses discutables, mais on va voir à quel point le rassemblement que Arendt en fait est utile pour le travail archéologique. Voilà un passage intéressant encore sur la généralité de la structure mise à jour, au jour plus exactement, et sur la réflexivité qui caractérise donc les trois activités mentales de base. La vie de l'esprit, in which I keep myself company, où je me tiens compagnie. C'est cet état qui est la solitude. La solitude qui n'est pas l'isolement. C'est l'état où je me tiens compagnie, où je n'ai pour compagnie et
pour présence amicale au plus proche de moi-même que moi-même. La vie de l'esprit où je me tiens compagnie est peut-être silencieuse, elle n'est jamais muette et ne peut jamais s'oublier entièrement du fait de la nature réflexive des activités qui la composent. Tout cogitare, toute pensée, est, quel qu'en soit l'objet, aussi cogito me cogitare. Je pense que je pense. Tout je pense est un je pense que je pense. Tout vouloir est un volo me vele, un se vouloir vouloir, un se vouloir voulant. Et le jugement même n'est possible, conclut Arendt, comme Montesquieu le dit quelque part, que grâce à un retour secret sur soi-même. Le statut du jugement est moins travaillé que celui de la pensée et du vouloir. Arendt en emprunte l'essentiel à Kant, tant dans ce qu'elle a écrit dans La vie de l'esprit que dans les cours dont Mary McCarthy a tiré l'appendice donnant lieu de troisième partie. Dans Thinking, le premier volume de La vie de l'esprit, Arendt définit en termes kantiens la faculté de juger. La faculté de juger des particuliers, telle qu'elle a été mise en lumière par Kant. L'aptitude à dire deux choses. This is wrong. Ceci est mauvais, mal. Et this is beautiful. Ceci est beau, etc. And so on. N'est pas du tout la même chose que la faculté de penser. La pensée, le penser, thinking, deals with invisibles. La pensée a affaire à des invisibles, à des représentations de choses qui sont absentes, alors que le jugement porte toujours sur des particuliers et sur des choses qui sont close at hand, à portée de main. Je reprends, la pensée a trait à l'invisible et à l'absent, le jugement porte sur le particulier. Things close at hand me paraît très proche en anglais de ce que Heidegger appelle forehandedness, les temps sous la main, les temps à la main. Comme exemple de jugement, Arendt donne donc ceci est mal et ceci est beau, un jugement que l'on qualifierait normalement d'éthique ou de morale dans un cas, et un jugement que l'on qualifierait d'esthétique dans l'autre. En fait, Arendt trace une délimitation nette, non seulement entre jugement et représentation, en prenant représentation au sens de re-présentation, avec un tiret donc, représentation, représentation de choses absentes. Elle trace donc une délimitation nette entre jugement et représentation, mais aussi et surtout, peut-être, entre vouloir et juger. N'oublions pas que les deux activités devaient être traitées dans le volume 2, programmatiquement divisé en deux parties solidaires, willing and judging. Alors, ce qui est intéressant dans ce que fait Arendt en traçant une délimitation nette entre vouloir et juger, c'est que pour elle, le jugement n'a rien à voir avec la raison pratique. La raison pratique, la volonté, le vouloir commande, dit-elle, ENT. Je devrais même dire commande au singulier, car raison pratique et vouloir sont identiques. Le jugement naît d'un plaisir contemplatif, d'un sentiment de bien-être inactif, ce que Kant appelle un untätiges Wohlgefallen, un sentiment que l'on appelle le goût. Le jugement dont parle Arendt
est le jugement de la troisième critique, comme on dit, hein, la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la critique du jugement, critique der Urteilskraft, celle qui devait s'appeler originellement critique du goût. Vous avez le texte ici, donc qui est de Arendt, tiré de l'appendice constitué par Mary McCarthy à partir de cours donnés donc à Chicago et à la New York School for Social Research par Hannah Arendt sur la philosophie politique de Kant. Cela posé donc, je pense qu'on a fait un tour suffisant des thèses de Hannah Arendt. Revenons à sa thèse générale et aux 4 points annoncés. Les points 1, alors je divise cela en A, en 4, je vais faire 4 observations, A, B, C et D. Grand A. Les points 1, il y a 3 activités psychiques de base. 2, qui ne se laissent pas dériver l'une de l'autre. Et 3, et ne se laissent pas ramener à un dénominateur commun, et non pas seulement le point 1, sont kantiens. Affirmation B que je fais, les points 2 et 3 ont eu, n'en déplaise à Arendt, Patch et Arendt, une vie après Kant, parce que contrairement à ce que soutient le point 4 de Arendt, le point 1, la division tripartite en penser, vouloir et juger, a survécu à Kant et a été reprise par de grands philosophes. Le point 3 doit être reformulé, car même sans ramener les activités psychiques de base à un dénominateur commun, on peut, comme le fait d'ailleurs Hannah Arendt elle-même, leur assigner des caractéristiques psychiques communes sur la base d'une analyse de ce qui fonde leur dénomination d'activité mentale, ou plutôt psychique et ou mentale, si l'on distingue avec Arendt, au moins problématiquement et ultimement au niveau archéologique, âme et esprit. On reviendra là-dessus. Le point D, enfin, en liaison avec les 4 points précédents, j'ajoute la nécessité de revenir sur la distinction entre intuition et représentation en reprenant philosophiquement et archéologiquement la graphie représentation avec un tiret introduite par Hannah Arendt. Chacun de ces points, donc A, B, C et D, chacun de ces points peut être documenté. Chacun de ces points peut être analysé. Chacun de ces points peut être travaillé à partir d'un débat précis qui nous servira, excusez-moi, de portail. Celui qui, à la fin du XIXe siècle, a opposé l'un des pères de la philosophie moderne et de la phénoménologie, le philosophe autrichien Franz Brentano, au fondateur de la célèbre revue Mind, le philosophe et psychologue écossais Bain. Considérons d'abord le point A, grand A. Il y a 3 activités psychiques de base qui ne se laissent pas dériver l'une de l'autre et ne se laissent pas ramener un dénominateur commun. Le caractère kantien de la tripartition des activités mentales, de la division des activités mentales en 3 qui ne se laissent ni dériver l'une de l'autre, ni ramener un dénominateur commun. Quelques mots d'abord donc sur cette division tripartite, thinking, willing, judging. Je m'appuierai ici sur l'œuvre maîtresse de Brentano, la psychologie au point de vue empirique, Psychologie vom empirischen Standpunkt, paru en 1874. Selon Brentano, la division tripartite des activités, Seelentätigkeiten, et des facultés de l'âme, Seelenvermögen,
chez Kant a pour origine celle de Johannes Nicolaus Jean-Nicolas Tetens, né en 1736, mort en 1807, et celle de Moses Mendelssohn, né en 1729, mort en 1786. Selon Brentano, donc, cette division tripartite des activités et des facultés de l'âme, Seelentätigkeiten et Seelenvermögen chez Kant, a pour origine ces divisions antérieures de Tetens et de Mendelssohn, mais réaménagées. Et cette division sert de fondement à la division de la philosophie critique. Précisons. Avant Kant, Tetens avait distingué à titre de Grundvermögen, de faculté fondamentale, correspondantes aux trois types d'activités psychiques. Premièrement, le sentiment, deuxièmement, l'entendement, et troisièmement, l'activité ou volonté. J'ai donné comme titre de mon cours la volonté et l'action. Pour Tetens, c'est une seule et même faculté qu'on appelle l'activité ou volonté. Mendelssohn, dans un ordre différent, marqué par la permutation apparente du sentiment et de l'entendement, parle de la faculté de connaissance, de la faculté de sensation ou d'agrément, par l'intermédiaire de laquelle une chose nous cause du plaisir ou du déplaisir, et enfin, en troisième lieu, la faculté de désirer. Kant a repris ces trois, dit Brentano, mais sous des noms un peu différents et dans une perspective nouvelle qui n'est rien de moins donc que la construction du système de la philosophie critique. Vous avez ici les mots allemands, car c'est important, qui correspondent à la distinction des Seelentätigkeiten, des activités psychiques, en trois classes coordonnées, correspondant chacune à un certain pouvoir ou une certaine faculté psychique. Donc, les trois Grundvermögen, pouvoirs ou facultés fondamentales ou fondamentaux, chez Tetens Gefühl, Verstand und Tätigkeit, Kraft, la faculté d'action, d'activité, Willen, entre parenthèses, le vouloir. Mendelssohn, Erkenntnisvermögen, le pouvoir de connaissance, la faculté de connaissance. La faculté de Empfindung, alors la traduction que nous avons vue il y a quelques instants et qui est celle de la traduction française de la psychologie au point de vue empirique, pêche à l'évidence ici, et ce ne sera pas c'est la première aujourd'hui, mais ce ne sera pas la dernière fois. Empfindung n'est pas, à proprement parler, la sensation. C'est ce que l'on éprouve d'une certaine manière, plus que le sentir, au sens où j'ai genre une sensation, comme on a en français, une sensation de couleur. Bon, là, il s'agit d'une impression, si vous voulez, et Billigungsvermögen, ce qui va nous faire ressentir du plaisir ou de la peine, du plaisir ou du non-plaisir, Lust, Unlust. Et enfin, Begehrungsvermögen, c'est la faculté de désirer. Bon, on retrouve la même distinction sous des termes différents, dit Brentano, et dans une perspective différente chez Kant, Erkenntnisvermögen, Gefühl der Lust und Unlust, sentiment de plaisir et de déplaisir, et faculté de désirer. Le rapport de chaque faculté fondamentale au système
de la philosophie, ou plutôt le rapport de chaque partie de la philosophie critique à une faculté et une activité psychique précise, est clair et net, ce qui n'étonnera pas puisque les classes d'activité psychique ont été dites coordonnées. C'est d'ailleurs cela, surtout, entendons ce rapport, qui, selon Brentano, a valu à la classification de Kant influence et diffusion, à tel point que de nos jours, on est en 1874, de nos jours encore, écrit Brentano, elle est assez communément admise. Cela dit, pour appuyer contre Arendt, donc mon point B, je veux dire par là que la tripartition kantienne n'a jamais quitté le paysage. C'est la planche suivante qui nous permet de voir le rapport, effectivement, entre la critique de la raison pure, plus exactement la philosophie critique dans son ensemble, avec ces trois critiques, ces trois parties, critique de la raison pure, critique de la raison pratique et critique du jugement. Donc ces trois-là nous sont présentés dans le texte suivant, rapport entre faculté psychique et philosophie critique, par Brentano. La critique de la raison pure se rapporte à la faculté de connaissance en tant qu'elle contient les principes de la connaissance. La critique du jugement se rapporte à la faculté de connaissance en tant qu'elle contient les principes du sentiment. Et enfin, la critique de la raison pratique se rapporte à la faculté de connaissance en tant qu'elle contient les principes du désir. Sur cette division, Brentano fait trois remarques. Première remarque, Kant considère comme fondamentale la division des... Alors, la traduction de Gandillac, 1942, dit la division des facultés de l'âme. Or, vous avez ici en allemand, clairement, die Einteilung der Seelentätigkeiten, des activités de l'âme. Bon. Alors, les activités distinguées, donc, connaître, ressentir, vouloir, erkennen, fühlen, wollen, Kant les considère comme fondamentales, weil glaubt, dass keine der drei Klassen aus der anderen ableitbar sei oder mit ihr auf eine dritte als ihre gemeinschaftliche Wurzel zurückgeführt werden könne. Donc, Kant considère comme fondamentale la division des, je corrige, activités de l'âme, en connaître, ressentir, vouloir, parce qu'à son avis, aucune de ces trois classes d'activités ne peut être déduite d'une autre, ni être réduite avec elle à une troisième, comme à leur racine commune. Bien, vous voyez que on lit Seelenvermögen là où Brentano écrit Seelentätigkeiten, c'est doublement fâcheux. Premièrement, dans la mesure où la démarche brentanienne reprend un geste traditionnel qui est de distinguer les facultés à partir de leurs activités, ce qui est un geste médiéval et que ne laisse pas voir la traduction. Deuxièmement, parce que, comme le traducteur pourrait nous opposer, Brentano lui-même ne semble pas distinguer de manière rigide les deux niveaux. Donc il est très important, là où il les distingue, de le remarquer. De fait, les textes de Kant que Brentano allègue comme témoins de la division des activités psychiques fondamentales parlent d'emblée de pouvoir ou de faculté et non d'activité. La variation Seelentätigkeiten, Seelenvermögen est donc peut-être plus brentanienne que kantienne, mais les textes cités par Brentano et le parti qu'il en tire existent et on doit les considérer.
mérite qu'on s'y arrête un instant. Comme souvent, l'auteur de la psychologie d'un point de vue empirique s'appuie sur plusieurs sources. La formule de la tripartition, avec ses 3 points, radicalité, indérivabilité, irréductibilité à un tiers, donnée dans une première note, est tirée de la 2e édition de l'introduction à la critique de la faculté de juger, traduite en 1846 par Barny, un élève de Victor Cousin, sous le titre de Critique du jugement, traduite en français. La justification que Kant donne des 3 points, livrée par Brentano dans une seconde note, est en revanche tirée du corps du texte de la première édition et non de la 2e, où la discussion est reléguée par Kant en note. Donc, et que Brentano tisse son propos en empruntant aux 2 éditions du texte de Kant. Alors, selon Brentano, Kant présente ces 3 points, qui sont donc à la fois les 3 points de Brentano et les 3 points de Hannah Arendt, en ces termes. Toutes les facultés ou capacités de l'âme, c'est une citation, alle Seelenvermögen oder Fähigkeiten, toutes les facultés ou capacités de l'âme peuvent être ramenées à ces 3 qui, elles, ne peuvent plus être dérivées d'un principe commun. La faculté de connaître, le sentiment du plaisir et de la peine et la faculté de désirer. Donc cette citation que fait Brentano, et qui renvoie, vous voyez, à Kritik der Urteilskraft, critique de la faculté de juger, introduction, section 3, cette référence doit s'entendre dans la section 3 telle qu'elle figure sous le titre qui est le sien dans la seconde édition, von der Kritik der Urteilskraft als einem Verbindungsmittel der 2 Teile der Philosophie zu einem Ganzen, de la critique du jugement considéré comme un lien qui réunit les 2 parties de la philosophie. Barny traduit ainsi le passage allemand que vous avez sous les yeux. En effet, toutes les facultés ou capacités de l'âme peuvent être ramenées à ces 3 qui ne peuvent plus être dérivées d'un principe commun, la faculté de connaître, le sentiment du plaisir et de la peine et la faculté de désirer. Donc l'argumentation de Kant contre toute réduction des facultés prises par 2 à la 3e prise comme racine est présentée comme suit. Premièrement, connaissance et sentiment sont irréductibles l'un à l'autre. Deuxièmement, le désir est irréductible à la connaissance. Troisièmement, le désir est irréductible au sentiment. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer l'heure car ma montre s'est arrêtée? Ce qui veut dire? Merci. Oui, alors effectivement, il n'est pas 5h moins 5. Voilà l'intérêt d'avoir travaillé 11 ans au moins en Suisse. Je veux dire par là qu'on prend son temps. Donc, alors, en 4 minutes, avant de faire une pause bien méritée, l'argumentation de Kant, donc. Connaissance et sentiment sont irréductibles l'un à l'autre. Deuxièmement, le désir est irréductible à la connaissance. Troisièmement, le désir est irréductible au sentiment. Les différences entre la connaissance et le sentiment, dit-il, donc dit Kant, selon Brentano, sont tellement grandes que cette réduction semble inconcevable. Bien que le plaisir et le déplaisir supposent toujours une connaissance n'est tout de même pas un sentiment, ni un sentiment une connaissance. Et le désir n'est pas moins hétérogène à la connaissance
et au sentiment. C'est ce qu'il faut montrer maintenant, que le désir est hétérogène d'une part à la connaissance, d'autre part au sentiment. Le désir est hétérogène à la connaissance, car tout appétit est non seulement la volonté nettement exprimée, mais encore le désir impuissant et même la nostalgie de ce que l'on sait impossible constituent une aspiration vers la réalisation d'un objet, tandis que la connaissance ne fait que saisir et juger l'objet. Ne pas le réaliser, elle le trouve, si je puis dire, ready-made, déjà là. Deuxième point, le désir est hétérogène au sentiment de plaisir, car le sentiment de plaisir ne se rapporte pas du tout à l'objet, mais uniquement au sujet, parce qu'il est en soi la raison de maintenir sa propre existence dans le sujet. Le plaisir s'auto-entretient lui-même dans le sujet, alors que le désir se rapporte à l'objet, il se dépasse vers autre chose. Et on vient de le voir, sous toutes ses formes, le désir tel que l'entend Kant, vu par Brentano, est aspiration à la réalisation, à la production, à l'effectuation d'un objet. Autrement dit, et pour résumer, le désir est objectuel, il a trait à un objet, le plaisir est subjectif, il a trait au sujet et au sujet seul, le désir est aspiration à la réalisation d'un objet, alors que la connaissance ne fait que le prendre tel qu'il est déjà. À l'appui de cette analyse, Brentano cite un deuxième texte de Kant, c'est la suite immédiate de la tripartition dans la première édition de la critique de la faculté de juger. Dans la première édition de la critique de la faculté de juger, la tripartition des facultés est également présentée dans la troisième section de l'introduction, mais le titre est tout différent, vous l'avez sous les yeux, von dem System aller Vermögen des menschlichen Gemüts, à savoir sur le système de toutes les facultés du Gemüt, de l'esprit humain. Et Kant écrit là, on peut ramener toutes les facultés, tous les Vermögen, tous les pouvoirs du menschlichen Gemüt, de l'esprit humain, sans exception, toutes les facultés sans exception, on peut les ramener à ces trois, la faculté de connaissance, le sentiment de plaisir et de déplaisir, et la faculté de désir. La justification kantienne de la tripartition dans la version de la première édition de la critique du jugement que cite Brentano n'est pas des plus claires. Le résumé brentanien est plus accessible en fait que l'original. On peut se demander pourquoi le philosophe autrichien ne cite pas le texte de la seconde édition. Tout en le reléguant en note, longue note, Kant s'y explique en effet en termes à la fois plus vivants et plus précis sur sa méthode. Donner une définition transcendantale des facultés à partir de catégories pures, eine transzendentale Definition zu versuchen. Je ne retiens ici, avant de m'arrêter, que ce qui concerne directement mon propos, en l'occurrence un rappel et une clarification de ce que Kant entend exactement par cette faculté de désirer, de ce Begehrungsvermögen que Brentano nous a rappelé être irréductible aussi bien à la connaissance qu'au sentiment. Eh bien, vous le voyez, c'est la faculté désirée est littéralement et clairement et précisément définie comme, Kant, citation, la faculté d'être par ses représentations cause de la réalité des objets de ses représentations. Das Vermögen durch seine Vorstellungen Ursache von der Wirklichkeit der Gegenstände dieser Vorstellungen zu sein. Une définition dont la pertinence ne saurait être obérée par l'existence en nous d'une contradiction entre notre désir et la conscience que nous avons de l'insuffisance, dit Kant, ou même de l'impuissance de nos représentations à devenir cause de leur objet. Comme par exemple la conscience que nous avons d'être impuissants à changer le passé, dit Kant, ou, dit-il encore, et là on passe du passé, si je puis dire, à l'avenir,
ou, dit-il encore, d'anéantir dans l'impatience de l'attente, quelque chose qui doit vous dire en ce moment même, un petit quelque chose aussi, l'impatience de l'attente, bon, l'impossibilité, l'incapacité que l'on éprouve dans l'impatience de l'attente, d'anéantir l'intervalle qui nous sépare du moment désiré. Conscience qui s'exacerbe dans ce que Kant appelle la Sehnsucht, cette nostalgie que Barney décide de traduire par désir ardent, à laquelle Brentano fait allusion dans son résumé. Ce qui tendrait à prouver que son résumé est un mix de la deuxième édition qui parle de Sehnsucht, de nostalgie, et de la première qui n'en parle pas. Je ne reviendrai pas sur toutes ces notions dans l'immédiat. Je reprendrai simplement l'affirmation que Kant a fait de la distinction entre faculté de connaissance, sentiment du plaisir et du déplaisir, et faculté de désirer, le fondement de la division de sa philosophie critique. On est un peu surpris de l'ordre dans lequel sont mentionnées ces facultés. On attendrait d'abord la faculté de connaître, ensuite la faculté de désirer, enfin le sentiment du plaisir et du déplaisir. La critique du jugement, qui a trait au sentiment de plaisir et du déplaisir, est en effet la troisième critique. Pourquoi la mentionner en deuxième position? Si Gefühl der Lust und Unlust correspond au jugement, pourquoi ne pas adopter l'ordre connaissance, désir, sentiment, en mettant le jugement à la fin? Parce que précisément, comme le dit le titre de la troisième section, la deuxième version de l'Einleitung, la critique du jugement est considérée comme un lien qui réunit les deux parties de la philosophie. Qu'est-ce que Kant entend par jugement? Je n'ai pas l'intention, ni le temps, ni d'ailleurs le besoin d'entrer dans le détail de la théorie kantienne du jugement. Il suffit de rappeler la définition générale, le jugement est la faculté de concevoir le particulier comme contenu dans le général, et de rappeler qu'à partir de cette définition, Kant distingue deux formes de jugement, jugement déterminant et jugement réfléchissement. Si le général, la règle, le principe, la loi est donné, le jugement qui subsume le particulier est déterminant, mais si le particulier seul est donné et que le jugement doit y trouver le général, il est réfléchissant. Donc il y a là une définition du jugement, et il y a aussi une analogie de structure et de fonction entre sentiment et jugement qui porte et articule le système de la philosophie critique, celui des facultés psychiques et celui de la philosophie en général. C'est sur cette analogie que s'ouvre au fond le programme, heuristiquement, le programme de la troisième critique, troisième dans l'ordre chronologique, mais au moins problématiquement deuxième, moyenne, médiane, dans l'ordre des raisons. Le sentiment du plaisir se place entre la faculté de connaître et la faculté de désirer, de même qu'entre l'entendement et la raison se place le jugement. On peut donc supposer, du moins provisoirement, que le jugement contient aussi par lui-même un principe a priori et que, comme le sentiment du plaisir ou de la peine est nécessairement lié avec la faculté de désirer, il opère aussi un passage entre la pure faculté de connaître, c'est-à-dire le domaine des concepts de la nature, et le domaine de la liberté, de même qu'au point de vue logique, il rend possible le passage de l'entendement à la raison. Ainsi, quoique la philosophie ne puisse être partagée qu'en deux parties principales, la théorique et la pratique, quoique tout ce que nous pourrions avoir à dire des principes propres du jugement doivent se rapporter à la partie théorique, c'est-à-dire à la connaissance rationnelle fondée sur des concepts de la nature, la critique de la raison pure, qui doit rétablir tout cela avant d'entreprendre l'exécution de son système, se compose de trois parties, la critique de l'entendement pur, celle du jugement pur et celle de la raison pure, facultés qui sont appelées pures parce qu'elles sont législatives a priori. Trois critiques, trois activités, trois facultés psychiques. On voit en quoi la classification des activités psychiques selon Arendt se rattache à celle de Kant, rejoint en partie et sans autre lien que le rapport à Kant, la description qu'en donne Brentano.
et à quel point les trois caractéristiques que leur attribue Kant, être fondamentales, être non déductibles les unes des autres, être irréductibles à une racine commune, livrent un dispositif structuré et rigide. On peut, dans ces conditions, se demander comment semblable paradigme aurait pu sauter, si l'on ose dire, directement de Kant à Brentano ou de Kant à Arendt, sans une postérité apparente ou traçable. C'est pourtant ce que dit Arendt. Aucun philosophe d'importance n'a fait écho à la division tripartite de Kant. Arendt oublie Brentano. Mais Brentano lui-même, soutient-il la même thèse qu'Arendt? La réponse est non. Il y a au moins un philosophe important qui, selon lui, a repris et développé à sa manière la thèse de Kant. Ce philosophe est William Hamilton, un des auteurs auxquels je consacrerai une partie du travail des semaines à venir. Je le disais dans la leçon inaugurale et en conclusion du livre intitulé La double révolution, il y a un autre récit de l'histoire du sujet et de la subjectivité qui, évitant l'autoroute heideggerienne gréco-allemande de l'histoire de l'être, passe par la philosophie écossaise et la philosophie autrichienne. C'est cet itinéraire bis, qui n'est pas un itinéraire de délestage, que je veux suivre avec vous ici. Avant de nous y engager, il faut revenir sur le débat à partir duquel tout se laisse reconstruire et ordonner, du Moyen-Âge à nos jours, le débat de Brentano avec Bain sur la définition du psychique et la classification des facultés psychiques. C'est ce que nous ferons, alors je n'ose dire dans la deuxième heure, mais dans les minutes qui restent, après une pause de 5 minutes environ, que voudra bien marquer David Simonetta, ici présent, qui sera ma montre. Merci, on reprend donc dans 5 minutes. Alors je ne sais pas à quelle heure, à dire vrai, mais comme disait Jean de Jandin, Dieu le sait.